Allez, on passe à la pratique. C'est ce que j'appelle un TP. Je vais vous montrer pas à pas comment je fais pour créer un site web de A à Z. Je vous invite vraiment à suivre ce que je fais en même temps que moi. Ça vous aidera énormément à comprendre. La première question qu'il faut se poser, c'est de quoi va parler notre site web. C'est vraiment la première chose. Alors pour cet exemple, je vous propose de faire en fait le site web d'Ozozor. Ouais, il va créer un blog et il va présenter son voyage autour du monde. Donc ce sera le blog de notre mascotte. Et maintenant qu'on sait de quoi on va parler, on va se demander mais à quoi doit ressembler notre site web. Et pour ça, je vous recommande de travailler avec un graphiste ou de faire le graphisme vous-même si vous avez des talents graphistes, mais c'est pas mon cas, et de réaliser une maquette. C'est une image qui va présenter la structure de votre site web, c'est-à-dire le résultat que vous voulez obtenir. Moi, j'ai demandé à mon graphiste, voilà, fais-moi une page web qui va représenter le blog d'Ozozor. Et il a présenté cette image. Cette image qui présente donc la structure générale du site, et on voit plein de choses. On voit des images de fond, des titres, des positionnements, des images, etc. Et on va devoir créer tout ça de A à Z. Alors comment on procède ? Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est déjà je vais vous demander de récupérer les images et les polices qui constituent le design, et ensuite, ensemble, on va réaliser d'abord le squelette HTML de notre page, et puis ensuite, progressivement, on va faire la mise en page en CSS de notre site. Avant de commencer à développer en HTML, il faudrait qu'on réfléchisse quelques instants à la structure de notre site. Il faudrait qu'on se demande les principales grandes balises qu'on va utiliser dans notre site et comment elles vont être structurées entre elles. Vous vous souvenez des balises header, nav, article, aside, etc. Et c'est le moment de regarder cette maquette et de se dire quelle est la bonne balise, quelle est la balise la plus appropriée pour chacun de ces éléments. Alors commençons par la balise header. L'entête de notre site, en général, on le trouve en haut. Et en ce qui me concerne, je dirais que ceci est la zone du header. On pourrait aussi se dire que tout ceci correspond à l'entête, mais moi je considère que ce bloc il est à part et qui ne correspond pas vraiment à un en-tête, donc je le sors du header. Après chacun peut le voir comme il veut, il n'y a pas de règle absolue, c'est juste vous structurez vos principales sections. Donc on a l'entête, le header, ensuite le menu de navigation, ici c'est pas compliqué, il est ici, notre bloc nav. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? En fait, c'est pas vraiment un article, c'est pas un en-tête, c'est pas vraiment un bloc aside. Personnellement, je ne trouve pas d'utilité particulière dans l'absolu. Je peux pas lui donner de sens. Donc, dans ce cas-là, comme je ne trouve pas de sens particulier à ce bloc, je vais utiliser un bloc qui n'a pas de sens, le fameux bloc div. Ensuite, on arrive au centre de la page. Là, c'est le billet de blog. Donc là, dans ce type de cas, c'est bien adapté d'utiliser la balise article. La balise article qui signifie que c'est un bloc de la page qui pourrait éventuellement être repris par un autre site et qui a du sens tout seul. Et ça, effectivement, c'est un bloc qui correspond bien à ça. De ce côté-là, on pourrait imaginer que ça, c'est un bloc aside parce qu'il donne des informations supplémentaires sur l'article, en l'occurrence sur l'auteur de l'article. C'est pas parce que le bloc est à côté que c'est forcément un bloc aside, on pourrait très bien le mettre en dessous, mais ça a vraiment du sens ici. Enfin, ici en bas, là, on reconnaît bien notre pied de page, qui lui-même est constitué de 3 sections. Là, on pourrait utiliser des balises sections. En ce qui me concerne, je vais plutôt utiliser des balises div vides de sens parce que ça me paraît être plus adapté. Mais encore une fois, chaque webmaster fait comme il veut. Il choisit les balises qui lui semblent convenir le mieux. Il n'y a pas de règle absolue, encore une fois. Voilà. Maintenant qu'on a déterminé les principales grandes sections de notre site, il ne reste plus qu'à le développer en HTML. On y est. Vous en savez assez pour créer une vraie page web complète. Préparez-vous parce qu'on va écrire pas mal de code HTML et CSS. Mais vous allez voir, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc on va démarrer avec un nouveau fichier HTML. On va lui créer la structure HTML5 de base qu'on avait appris dans les tout premiers chapitres. On reconnaît la balise HTML, la balise d'entête. J'ai donné un titre, Zozor, carnet de voyage, à ma page. J'ai lié aussi déjà une feuille de style CSS qui pour l'instant est vide. On la complétera dans une vidéo suivante. Et j'ai ma balise body qui est ouverte. Et maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Il n'y a plus qu'à créer les principales balises de notre site et à les assembler entre elles. Ce que je recommande pour la plupart des sites, ce que je fais souvent, c'est que j'englobe
mon contenu en entier par une balise div. Donc c'est une balise que je lui donne un nom, id égale bloc page. Ça m'aide pas mal après pour faire la mise en page du site. Donc ça c'est une petite astuce. Et ensuite à l'intérieur de ça je vais mettre vraiment toutes mes balises. Donc on peut commencer par exemple par la balise header, plus loin, /header. Et à l'intérieur de cette balise header, on a vu qu'on avait le titre de notre page, on avait un menu de navigation. Alors la section du titre de notre page, là je vais en faire une balise div parce qu'il n'y a pas grand chose de plus adapté pour le moment. Donc div/div. Comme il n'y a qu'un seul titre principal à notre page, je vais pouvoir le mettre un id. Div id égale titre principal. S'il y avait eu plusieurs blocs de ce type-là, j'aurais plutôt utilisé une classe, mais là c'est vraiment id qui convient bien parce qu'il n'y a qu'un seul élément de ce type. À l'intérieur de ce div, on va mettre une image, le H1, c'est Zozor, et le H2, carnet de voyage par exemple. Alors je vous fais pas tout le code sous vos yeux, ça pourrait être un peu long, mais je vous laisse imaginer un petit peu le déroulé. Je vous présenterai le code complet juste après. H1, Zozor. H2, carnet de voyage. Voilà. Et toujours à l'intérieur du bloc header, j'ai mis mon menu de navigation. Je rappelle que le menu de navigation, on peut le mettre où on veut sur la page, pas forcément dans l'entête, mais sur notre site, ça semble assez bien correspondre. Et pour faire ce menu, en pratique, je vais utiliser une liste à puces. Je sais que ça ressemble pas à une liste à puces, mais on utilise souvent des listes à puces pour faire des menus en fait. Et on les modifie en CSS pour enlever les petits points qui forment les puces et pour le mettre sur une seule ligne. Et dans chaque puce, on a un lien. Alors pour l'instant, comme on n'en fait pas fait plusieurs pages, je vais faire des liens factices, des liens dièse. Voilà. Et j'écris accueil, blog, CV, contact, etc. Ensuite, après l'entête, donc on a notre fameux div qui va représenter une image. Comme il n'y en a qu'un seul, je l'appelle div id égale bannière image. À l'intérieur, je compléterai, je mettrai le texte qui apparaît. Ensuite, il y a la grande section ici qui va contenir, je le disais, un article et un aside. Et à l'intérieur de l'article, on aura un titre, le H1 par exemple, je suis un grand voyageur. On va pouvoir mettre des paragraphes aussi. Voilà, il y aura des paragraphes comme ça. Et enfin, il nous reste à mettre le pied de page, juste après la section, qui, je vous rappelle, était constitué de 3 divs. Donc on va pouvoir faire un premier div, qu'on va appeler id égale tweet par exemple. Et ainsi de suite, il y a 3 divs, donc l'autre on va l'appeler mes photos, et le dernier par exemple mes amis. Et à l'intérieur de ces divs, donc on va avoir du texte, des paragraphes ou des listes à puces ici par exemple. Alors je vous passe le détail pour pas écrire toutes les balises une par une comme ça. Je vais directement vous envoyer tout le code. Alors là ça va être très simple. Je récupère le code tout fait. Voilà. On retrouve le code que j'ai commencé à écrire, un petit peu complété. On trouve nos balises div, les liens, la section, l'article, les balises H1, les paragraphes, etc. Voilà. On a créé là le squelette de base de notre page HTML. Je vous rassure, j'ai pas trouvé le bon squelette parfait du premier coup, moi-même quand je l'ai fait. Des fois, après avoir fait un peu de CSS, je suis revenu à modifier un peu le HTML en découvrant qu'il manquait certains éléments. Mais en général, vous finissez rapidement par trouver comment faire la structure globale de votre site. Il ne nous reste plus qu'à essayer de l'afficher dans l'explorateur. Alors, dans notre dossier, on retrouve le fichier index.html qu'on a modifié, le fichier styles.css qui est encore vide, et les fameux dossiers images et police que je vous ai fait télécharger, que vous devriez avoir dans le même dossier, qui vont nous être indispensables. C'est la découpe en fait de notre site, et elles vont nous être indispensables pour afficher correctement le site. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ouvrir index, et voilà.
on a notre page sans CSS. Donc effectivement, c'est encore très moche, mais on a déjà la structure et maintenant il ne nous reste plus qu'à réaliser le CSS. Allez, j'espère que vous êtes en forme parce qu'on va attaquer le CSS. On va faire la mise en page de notre site et c'est vraiment la partie la plus costaud. Donc il va y avoir du travail. Donc on va y aller progressivement, pas à pas, mais on va écrire pas mal de lignes de code CSS. Pour commencer, je vous rappelle que notre code HTML est là, que le résultat, il n'est pas fameux, mais ça donne ce que ça donne, il est ici, et que le résultat qu'on veut obtenir, c'est le suivant. Donc il y a pas mal de transformations à faire. Avant de commencer, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par définir les polices personnalisées. Donc on va utiliser la directive fontface. Donc je vais dans ma feuille de style.css et je vais écrire les instructions @fontface qui correspondent aux nouvelles balises. Donc ça, je vais le copier-coller. Ça m'a été donné en fait directement tout près par le site FontSquirrel en même temps que j'ai téléchargé les polices. Donc il n'y a pas besoin de connaître le détail de chaque ligne de code ici, si ce n'est qu'on définit deux polices avec @fontface. On a une police qui s'appellera ballparkweiner et une police qui s'appellera dayrom. Et à l'intérieur, on définit l'emplacement des fichiers de police. Je vous rappelle, il y a plusieurs formats de fichiers de police qui ne sont pas tous connus par les navigateurs. Donc c'est pour ça qu'on les définit tous. Et il y a plein de bidouilles, des points d'interrogation, dièse, IE fixe, que le site met pour régler des bugs, des vieilles versions d'Internet Explorer. Donc je rentre pas dans le détail. Ce qui compte, c'est qu'on ait défini nos deux polices. Maintenant que les polices sont définies, on peut attaquer le code CSS proprement dit, en écrivant les principaux éléments de la page. Donc là je mets un petit commentaire qui va simplement me permettre de distinguer les principales sections de mon code CSS, parce que je vous rappelle qu'il promet d'être assez gros. Et je vais commencer par définir le fond de notre page. Donc là je vais directement l'appliquer sur body. C'est en fait une image de fond, ça ressemble à une couleur de fond jaune, mais en fait il y a une petite texture. Ça m'a été fourni par le graphiste dans la découpe. Donc j'indique que c'est dans un sous-dossier image fond jaune.png. Voilà. Donc pour information, ça c'est mon dossier de police. Et on a le dossier d'image qui contient le fameux fond jaune.png que je vais utiliser ici. Je vais définir aussi une police par défaut pour l'ensemble de ma page, comme ceci. Font family, on va utiliser trébuchet ms. Et si trébuchet ms n'est pas disponible, on va utiliser Arial. Et si vraiment rien n'est disponible, on va utiliser une police qui est similaire à Arial. On appelle une police par défaut, qu'on appelle sans sérif. On va aussi écrire le texte non pas en noir par défaut, mais dans une couleur un peu grise. Voilà, je donne le code hexadécimal qui m'a encore une fois été donné par le graphiste. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Ensuite, on va travailler sur notre bloc page. Je vous rappelle, c'est le div un peu global, ici, qu'on avait créé. On va lui définir des dimensions précises et on va le centrer sur la page. Parce que notre site, on souhaite qu'il fasse 900 pixels de large. On a choisi que ça fonctionnerait comme ça. Donc je lui donne une dimension de 900 pixels, c'est-à-dire que l'ensemble du contenu du site sera à 900 pixels de large. Et comme je veux le centrer, je vais utiliser margin auto. Je vous rappelle que pour centrer un bloc, il faut lui définir une dimension en largeur et écrire margin auto. On va déjà enregistrer et actualiser, voir ce que ça donne. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors il faut l'agrandir un petit peu bien sûr, comme ça pour voir qu'il est centré sur la page. Voilà. On va aussi définir la police des titres. On va en profiter parce qu'il y a plusieurs titres qui vont changer de police. Et là on va utiliser la fameuse police qu'on a définie qui s'appelle dayrom. Donc ça se rapporte à ceci. Et si jamais il n'a pas pu télécharger dayrom, on fera une police sérif par défaut. Ensuite, on veut que nos titres soient en gras. Et petite astuce, on va utiliser une propriété CSS que je ne vous ai pas encore montrée, text transform uppercase, qui a pour effet de transformer le texte tout en majuscule, pour les titres en l'occurrence. Donc tous nos H1 contenus dans des sections, ou nos H1 contenus dans des footers, ou nos liens contenus dans le menu de navigation, utiliseront font family dayrom, seront écrits en gras, et seront écrits en majuscule. J'actualise en enregistrant.
Et voilà, on voit que par exemple notre menu est écrit entièrement en majuscule, en majuscule, en majuscule pour les H1 et utilise la police DROM. Intéressons-nous maintenant à l'entête de notre site, c'est-à-dire toute la section du header qui est ici. Il y a pas mal de code CSS à écrire. Alors plutôt que de vous l'écrire caractère par caractère, qui serait un peu long et un peu ennuyeux, j'ai peur, je vais tricher un peu, je vais coller directement le code final pour l'entête et je vais vous l'expliquer. Donc ici je colle, voilà, ça c'est toute la section du header et je vais vous expliquer les principales sections là-dedans. La balise header, tout d'abord, on lui a défini un background qui a été placé en bas, c'est-à-dire avec bottom, de l'entête, qui nous sert en fait de séparateur. C'est cette fameuse ligne que vous voyez ici, qu'on a répétée horizontalement avec repeat X. Pour information, on aurait aussi pu utiliser une balise de séparation qui s'appelle HR, qui sert aussi à faire des séparations. Ensuite, on a placé notre section de titre principale, qui est ce bloc-là, en inline block, ce qui nous sera pratique pour ensuite placer sur la même ligne le menu de navigation. Et on a écrit notre H1 avec la police ballpark vener, c'est la fameuse police pour Zoser ici. On a changé la taille, on a changé aussi le gras. Alors en l'occurrence, on a demandé à ce que le titre ne soit pas écrit en gras, parce que par défaut le navigateur l'écrit en gras. Donc plutôt que font weight bold, ici on a écrit font weight normal. Ensuite on a placé le logo et le H1 sur une même ligne avec inline block. Jouer un peu sur les marges, c'est des ajustements. Et le H2 qui est dessous, on l'a écrit en police DROM avec une taille de 1.1 EM. Pareil, on a joué un petit peu sur les marges. On enregistre, on regarde ce que ça donne sur notre site en actualisant. Et voilà, on a créé ce petit bloc qui est le titre de notre site. On va s'occuper maintenant du menu de navigation. Alors pour l'instant, le menu ressemble à ça. C'est une liste à puces, pas forcément très jolie, et on voudrait qu'il se positionne comme ceci. Il y a un petit peu de travail, mais on va voir que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Je vais commencer par vous donner le code, on va le commenter ensemble. Première chose à faire, c'est de positionner le menu de navigation de ce côté-ci, à droite de l'écran, en haut à droite. Alors que pour l'instant, il est en dessous du logo. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner en inline block, exactement comme on l'avait fait pour le logo. Comme ça, les deux vont se positionner les uns à la suite des autres, sur la même ligne. On joue un petit peu sur la largeur et on aligne le tout à droite pour justement caler le menu de navigation à droite. Déjà, si on met juste ce code, j'enlève le reste, on va voir que le menu de navigation se positionne sur la droite. Exactement comme on voulait. Ça, c'est la première étape. Alors évidemment, maintenant, il faut styliser un peu le tout parce que c'est pas très joli. Et puis, il faut enlever ces puces là qui sont assez moches. On veut justement les retirer. Pour ça, on va utiliser une fonctionnalité de CSS qu'on n'a pas encore vue, qui concerne les listes à puces. C'est liste à étape non ici. On va simplement supprimer les puces. Avec cette fonctionnalité de CSS, on peut justement changer la forme des puces. On peut aussi mettre des carrés ou ce qu'on veut. Mais ici, on va simplement les supprimer. Et une fois que c'est fait, chacune des puces vont se positionner les unes à la suite des autres sur une même ligne, de gauche à droite, en inline block. Donc toujours la même technique. On joue un petit peu sur les marges. On s'amuse à modifier la forme, la taille des liens, voilà, la taille du texte, la couleur. Pareil lors du survol. Et avec ça, eh bien, on obtient exactement le résultat qu'on voulait, à savoir notre menu de gauche à droite, comme ici, avec des effets au survol. Bien, maintenant on va s'intéresser à la bannière. La bannière, c'est ce bloc que vous voyez ici, avec le pont de San Francisco. Et comme vous pouvez déjà le voir, il y a pas mal de techniques CSS ici derrière. Par exemple, les coins arrondis, la transparence, ou encore les dégradés avec les ombres. Donc ça va demander pas mal de techniques. Je vous propose de regarder pas à pas les éléments principaux. D'abord, le bloc bannière image qui englobe tout le contenu ici. Vous pouvez voir qu'il a un border radius de 5 pixels, ce qui nous permet de faire l'arrondi ici. Le background avec le pont de San Francisco. Et on l'a positionné en relatif, mais sans indiquer la position relative, c'est-à-dire est-ce qu'il est en bas, à droite, en haut, à gauche. On a juste dit il est en relatif. Ça c'est une astuce, je vous expliquerai dans 2 secondes à quoi ça sert. Ensuite, on a utilisé Box Shadow pour réaliser justement le dégradé avec l'ombre. Et voilà, là on a vu l'essentiel du bloc bannière image. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que la description, c'est-à-dire ce bloc que vous voyez ici, a été positionné en absolu à 0 pixel du bas. Normalement, si vous vous souvenez bien d'un chapitre précédent, ce bloc devrait se retrouver tout en bas de la page, parce qu'il est à 0 pixel du bas. Mais comme le bloc qui le contient, c'est-à-dire bannière image, est lui-même positionné en relatif, alors bannière description va se positionner à 0 pixel du bas de bannière image. C'est pour ça qu'il se met
en bas de bannière image. Ça, c'est une technique qui est vraiment très pratique. Au-delà de ça, on joue aussi sur le border radius. On va jouer aussi sur la transparence. Alors là, on a utilisé la notation RGBA pour faire de la transparence. J'ai indiqué 2 fois background color, ce qui est un peu une astuce en fait, parce que les anciens navigateurs ne comprennent pas la notation RGBA. Donc pour qu'ils aient quand même une couleur de fond, même s'ils n'auront pas la transparence, je le définis une fois pour eux. Tandis que les nouveaux navigateurs, eux, retiendront seulement la dernière description, c'est-à-dire celui avec le RGBA. Et voilà, là on a déjà positionné cet élément. Ensuite il y a le bouton rouge, ce bouton-là, positionné en inline block, lui aussi avec une position absolue 5 pixels en bas à droite, donc ça veut dire 5 pixels en bas à droite par rapport à l'élément qui le contient, qui est lui-même positionné en absolu ou en relatif. On a utilisé un fond dégradé rouge, qui nous permet de réaliser ce dégradé-là, qui est répété horizontalement. Alors, il faut savoir qu'en CSS, maintenant, on peut faire des dégradés sans recourir à des images de fond, mais comme c'est un petit peu compliqué, j'ai voulu le passer de côté pour ici. Un peu de border radius aussi pour arrondir les angles, voilà, rien de particulier, puis le reste c'est du padding, de la couleur, rien de très nouveau. Pareil, l'image, c'est-à-dire cette petite flèche, on l'a mis une bordure de 0 pixel pour éviter qu'il y ait une bordure un peu LED quand on fait un lien dessus. Et voilà, déjà, rien qu'avec ça, on va pouvoir transformer notre page, et vous allez voir que ça a déjà une autre tête, puisque on a le pont de San Francisco sous forme de bannière. Passons maintenant au corps de la page. Alors, ce que j'appelle le corps, c'est toute cette section ici. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a un article ici, et il y a un bloc aside qui est le à propos de l'auteur. Les deux, on va les positionner en inline block, et on va les aligner en haut, pour éviter qu'il y ait l'effet qui se positionne en bas. Je vous ai dit que c'est l'effet par défaut. On va définir des dimensions précises à notre article, un peu de marge. On va positionner aussi notre icône de catégorie, c'est cet élément-là. Voilà, rien de particulier encore. On modifie un peu la taille des paragraphes de texte de notre article. Et ça, ça suffit à faire un article. Ensuite, on a notre bloc aside, le bloc à propos de l'auteur, qui donc lui-même est déjà positionné en inline block. Et on va lui rajouter une position relative sans lui indiquer de décalage en haut, en bas, à gauche, à droite. Ce qui va être en fait la même technique que celle que j'avais utilisée, souvenez-vous, pour le pont de San Francisco. C'est-à-dire qu'il y a des éléments à l'intérieur qui vont du coup se positionner par rapport au bloc aside. Donc c'est une technique pour les autres blocs. Un peu de box shadow, de border radius pour ici. Voilà, rien de particulier. Ensuite, il y a la flèche bulle. La flèche bulle, c'est ce que vous voyez ici. Cette petite flèche qui justement est positionnée en absolu avec un décalage top et left ici de 100 pixels et de moins 12 pixels. Le décalage left de moins 12 pixels, ça permettra de le faire sortir du bloc. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette flèche bulle, normalement, elle est par défaut positionnée au début du bloc, c'est-à-dire en haut à gauche. Comme on l'a positionnée en absolu par rapport au bloc parent, qui est lui-même en relatif, alors on va avoir un décalage de 100 pixels par rapport à en haut, donc il descend de 100 pixels, et de moins 12 pixels par rapport à gauche, ce qui fait que du coup il va partir sur la gauche. Et ce qu'il positionne ici, juste à l'extrémité du bloc, ce qui nous fait une espèce de bulle. Alors ça, c'était vraiment la petite difficulté du bloc aside à réaliser. Du reste, rien de particulier, la bordure, le text align, margin right, rien de particulier, ça nous permet de faire tout ça. J'enregistre, j'actualise, et je peux déjà apprécier, voilà, le contenu de mon bloc. Alors là, j'ai pas mis tous les paragraphes, j'ai juste mis du lipsum, c'est du petit texte pour remplir, mais vous avez le même principe et le bloc auteur. Allez, courage, on est presque au bout. Il reste maintenant plus que le pied de page à réaliser. Le pied de page n'est pas le plus compliqué, je vous rassure. On commence par une petite astuce pour faire le pied de page, donc footer, toute cette zone qui est ici. Il n'a pas un, mais 2 fonds qui servent à réaliser cette fameuse ligne de séparation et cette petite image, la petite flèche qui va vers le haut. Pour ça, on a juste assemblé 2 images de fond, ce qu'on peut faire en CSS3 justement. Donc icotop, la flèche vers le haut qu'on a centrée sans la répéter. Et le séparateur qu'on a répété horizontalement, ce qui a pour effet de créer toute cette zone-là. Ensuite, rien de spécial, on modifie la taille du texte. Ensuite, on va travailler les blocs tweet, mes photos, mes amis, c'est-à-dire ces 3 blocs. On les positionne en inline block vers le haut, voilà, pour les mettre sur la même ligne. On joue un petit peu sur leur dimension. Et enfin, c'est des choses que vous connaissez déjà, on met une petite bordure sur les images de mes photos pour respecter ce qui est marqué sur la maquette. Sur les listes à puces qui se trouvent être ici
et ici, on les positionne les deux en inline block pour les positionner côte à côte, vers le haut. On leur donne, alors ça c'est nouveau, une image pour servir de puce, cette petite image que vous voyez ici, voilà. Avec List Style Image, on peut utiliser sa propre icône de puce, c'est magique. Et enfin, les liens, rien de spécial, on change la couleur, et hop, le travail est terminé. On recherche la page, et on a notre superbe pied de page. On a terminé notre site, et pourtant, on n'a pas testé dans d'autres navigateurs. Et justement, il faut penser régulièrement à regarder comment les autres navigateurs affichent notre site, parce que chacun a un peu sa façon de faire. Et il y a des fois, il y a des différences. Donc ici, on a regardé surtout dans Google Chrome, et je vous inviterai à regarder par exemple dans Mozilla Firefox, mais aussi dans Internet Explorer. Alors moi, je vais ouvrir Internet Explorer, et je regarde mon site, et justement, il s'affiche vraiment bien. Donc ça, c'est chouette. Par contre, c'est Internet Explorer 9. C'est une version assez récente. Ceux qui ont des plus vieilles versions risquent d'avoir des problèmes. Et en général, ce que je vous conseille, c'est de regarder avec les outils de développement de Internet Explorer. Vous cliquez ici. Et vous changez de version de navigateur. De façon magique, ici, vous pouvez revenir vers IE8 ou IE7. Et là, en général, c'est le drame. Plus rien ne s'affiche comme il faut. Et IE7, je vous en parle même pas. Voilà. Donc, là, comment faire avec les versions d'Internet Explorer? Eh bien, il y a deux astuces. La première, ça va être d'utiliser le script HTML5 Shift dont je vous avais parlé. Voilà, c'est ce code qui est ici, qui va permettre aux vieux navigateurs de comprendre les balises header, nav et compagnie qui ont été rajoutées dans HTML5. Ça, c'est bien, mais ça suffit pas. Il y a aussi des subtilités dans le code CSS. Par exemple, inline block, les vieilles versions d'Internet Explorer, elles les gèrent pas de la même façon. Et c'est en général des bugs. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est la meilleure façon de faire en réalité, eh bien, c'est de rajouter des commentaires conditionnels comme ceci. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, je vais indiquer si le navigateur est IE6 ou IE7 ou IE8 ou IE9, je rajoute une classe CSS IE8, 6, 7, 9 aux versions d'Internet Explorer. Et si ce n'est pas Internet Explorer, alors juste je mets un body normal. C'est une astuce en fait qui me permettra de récupérer dans le code CSS, de savoir justement quelle version d'IE est utilisée. Et après dans mon code CSS, je vais faire les adaptations qui conviennent bien. Ça je vais pas les citer parce qu'il peut y en avoir pas mal. Mais du coup mon code CSS, il peut changer de forme selon les moments avec des points old IE, section H1, je vais changer un petit peu la taille parce qu'elle ne fonctionne pas de la même façon sur les versions. Ça, c'est un code qui me permet de faire simuler le inline block sur les versions d'IE. Voilà, c'est pas mal de choses un petit peu spéciales. On peut y passer des fois malheureusement un peu de temps, mais ça permet d'avoir un bon résultat. On peut pas avoir exactement la même apparence, mais regardez déjà si je fais ça et j'actualise sur IE8 et ça s'affiche quand même plutôt correctement. Et IE7 aussi, j'ai réussi à faire ça. Donc ça prend plus ou moins de temps. Faut pas espérer avoir un rendu strictement identique à IE9. Regardez la différence. IE9 gère les arrondis, il gère la transparence. IE8, ça, j'arriverai pas à le faire. À moins d'utiliser des scripts un peu spéciaux, mais on va pas rentrer là-dedans. Donc là, il n'y a pas de transparence, les coins sont pas arrondis, mais au moins le site fonctionne. Ça, c'est ce que vous devez faire pour arriver à faire un site compatible avec les versions d'IE, sans forcément chercher à avoir strictement le même résultat. Et déjà, donc, vous avez un site qui fonctionnera sur plein de navigateurs. On pourrait penser qu'on a terminé, et pourtant, il reste quand même une dernière chose à vérifier, c'est la validité du code HTML de notre site. Parce que ce n'est pas parce que notre site s'affiche correctement dans les navigateurs qu'il est correctement formé. Donc, ce qu'il faut faire dans ce type de cas, c'est aller sur un site comme validator.w3.org, qui est un site qui est fait par le W3C, qui justement est à l'origine de HTML5. Et là, vous pouvez fonctionner de trois façons différentes. Soit vous indiquez l'adresse de votre site, une adresse HTTP, etc., si vous l'avez mis en ligne. Alors là, notre site, pour l'instant, il est uniquement sur notre disque dur, donc il n'a pas d'adresse en ligne, donc on ne peut pas tester. Par contre, on peut utiliser le deuxième onglet et envoyer le fichier HTML, ou carrément, dans le troisième onglet, copier-coller le code HTML comme ceci. On va le coller ici. Et là, on clique sur Check. Et au bout d'un certain moment, on a un résultat comme celui
celui-ci, et on nous dit en vert ou en rouge si le document est valide. Et quand ça ne va pas, on nous indique à quels endroits il y a des erreurs. Alors il faut savoir, c'est courant d'avoir des erreurs, il ne faut pas s'inquiéter, ça arrive à tout le monde. Le genre d'erreur que vous pouvez avoir, c'est par exemple si vous entremêlez les balises, c'est-à-dire que là vous avez une balise H1, vous avez ensuite une balise P, le slash H1 qui se termine, slash P, ça c'est pas le bon ordre. Il faut d'abord que la balise se termine pour que ça fonctionne. Donc ça serait un code qui serait invalide. Ou encore si vous oubliez l'attribut alt qui est obligatoire sur les images, ça c'est typiquement le genre d'erreur qu'on fait régulièrement et qu'il faut absolument éviter. Donc voilà, il n'y a pas énormément de règles, pourtant il faut bien les suivre et vérifier que notre site est valide. Et là, vous êtes tranquille, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Pensez à tester régulièrement la validité du code HTML de votre site. Un site valide et bien construit sera toujours mieux affiché par les navigateurs et mieux positionné dans les résultats des moteurs de recherche.